Alors, le droit de suite des téléspectateurs, vous nous avez envoyé un certain nombre de messages, plusieurs centaines d'ailleurs, il a fallu faire un choix. 5 questions parmi les sujets que vous avez traités avec Benoît Hamon. Ces 5 sujets symboliques de vos préoccupations. La première question, la voici. Pour dépenser, il faut d'abord économiser quelque part. Quelle sera votre principale source d'économie, nous dit Yann? Vous savez, aujourd'hui, je vais prendre un sujet, l'assurance maladie, la sécurité sociale. On dit qu'il faut réduire le déficit de la sécurité sociale. Si on remboursait moins les soins parce que les gens tombent malades, parce qu'on éviterait que les gens tombent malades, ça nous permettrait de réduire le trou de la sécurité sociale. Je vais prendre un exemple très concret. Aujourd'hui, on est atteint souvent de maladies chroniques et moins de maladies infectieuses. Et on sait que ces maladies chroniques, des cancers, des diabètes, sont liées à nos modes de vie et à l'environnement. Et moi, je préconise demain... par l'interdiction des perturbateurs endocriniens, qui va être décisive, mais aussi par l'activité physique légère, de plus jeune âge jusqu'au plus grand âge, jusque dans les maisons de retraite, les hôpitaux, les entreprises, les administrations, nous puissions avoir un vrai plan sport-santé qui nous évite de tomber malade. Ça, c'est pas des économies, ça? Mais si, Ah bon? parce que justement, ce sont des coûts évités. Et plutôt que de guérir la récidive d'un cancer du sein qui coûte 100 000 € en moyenne. Si vous faites faire du sport, nous savons qu'aujourd'hui, ou de l'activité physique légère à une personne atteinte de qui est exposée à un risque... Jour, en gros, quoi. Même pas, ça coûte beaucoup moins cher et ça évite tout simplement d'abord des coûts considérables. Et bien moi je préfère, quand on parle de santé, réfléchir à la bonne santé plutôt qu'à la maladie. Et bien ce sera une des stratégies que je développerai, mais si vous voulez une source de revenus supplémentaires, bien moi je considère aujourd'hui d'abord qu'il faut taxer les fameux GAFA, vous savez, ces géants du numérique, nous n'avons pas réussi à le faire, mais surtout je suis favorable à une taxe sur les super profits des banques. Elles ont été largement aujourd'hui remises à niveau grâce à l'argent public après la crise de 2008. Elles ont une responsabilité immense dans la crise qui a frappé le monde. Et moi, je veux une taxe sur les super profits qui va monter, qui va nous permettre de dégager une recette de 5 milliards d'euros. GAFA, c'est Amazon, Google et compagnie. Netflix, etc. Netflix. Bon, très bien. Autre question. Pourquoi ne pas, alors ça là, vous la connaissez, vous y avez déjà répondu, pas difficile pour vous. Pourquoi ne pas vous désister pour Mélenchon quand vous lui aviez demandé avant qu'il vous dépasse dans les sondages? La fin est un peu plus pervers. Ouais. Elle est sympa, celle-là. Mais parce qu'aujourd'hui, on est dans une campagne, on est à 4 semaines. Moi, vous savez, une campagne, j'en ai connu une au primaire. Il y a des hauts, des bas. Moi, j'ai un cap maintenant. Et ce cap, celui d'un futur désirable, où j'ai essayé de parler aux parents et aux grands-parents du monde qu'ils laisseraient à leurs enfants et à leurs petits-enfants. J'ai voulu évoquer le vieillissement, j'ai voulu évoquer toutes ces questions centrales dont j'ai pas l'impression qu'elles puissent se réaliser dans une Europe où la France finalement aurait engagé la marche arrière, aurait décidé progressivement de se retirer de ce qui du projet européen. Ça, c'est vos divergences avec Jean-Luc Mélenchon, oui, c'est ça que vous voulez dire? Mais elles sont fondamentales. Et c'est ce qui justifie aujourd'hui, et la campagne allant, que ces différences expliquent qu'il y ait au moins 2 candidatures. Moi, mon projet est celui d'une gauche qui gouverne toujours dans l'Europe. Toujours dans le même sujet, hein, parce que là, c'est un autre qui dit à peu près la même chose. Pourquoi se maintenir alors qu'une défaite est une probabilité forte, c'est son point de vue? Le danger du FN, dit-il, devrait, pour vous et Mélenchon, être prioritaire. Oui, j'entends cet argument. Je pense aujourd'hui que le risque du FN existe, qu'il vaut mieux choisir Bernie Sanders qu'Hillary Clinton face à Trump. Précision, ça veut dire quoi, le risque du FN existe? Ça veut dire le risque d'une Marine Le Pen qui devient présidente de la République, c'est ça? Oui, je pense qu'il existe. Oui. Je pense qu'il existe ce risque-là, que nous sommes aujourd'hui confrontés à une menace qui est une menace très concrète. C'était d'ailleurs une partie de mes échanges avec les sociodémocrates allemands et avec la chancelière allemande hier que d'évoquer ce risque-là, qui inquiète aussi en Allemagne. Mais je vais vous dire, la stratégie qui consisterait à dire réunissons-nous et ayons peur de Marine Le Pen, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est la stratégie de celles et ceux qui se réunissent autour d'Emmanuel Macron. Mais je considère qu'Emmanuel Macron, c'est la créature du système, celles et ceux qui ne veulent pas perdre le pouvoir et qui se sont choisis un champion pour le garder 5 ans de plus, le pouvoir, ne rien changer aux politiques. Voyez-vous, quand même, parlons du fond. Est-ce qu'on pense qu'aujourd'hui, quand une entreprise ferme, il faut radier des statistiques de Pôle emploi et de l'indemnisation au chômage une personne qui aura refusé 2 offres d'emploi, même si c'est à 50 km? Est-ce qu'on pense qu'il faut aujourd'hui continuer à faciliter le licenciement? Est-ce qu'on pense qu'il faut aujourd'hui baisser l'impôt sur la fortune pour les plus riches? Est-ce qu'on pense qu'il faut aujourd'hui laisser les écoles recruter leurs enseignants? Où iront-elles les écoles? Ça, c'est le programme d'Emmanuel Macron. Oui, justement, ce programme-là, partout en Europe, il a fabriqué non seulement de la désespérance, mais du coup, la correspondance politique de tout ça, c'est plus de nationalisme, plus d'extrême droite. Je pense que c'est le moins bon projet
pour aujourd'hui lutter contre le Front National. Je pense que l'imaginaire que je propulse est beaucoup plus efficace. Alors ça, c'est une question de David qui connaît bien la politique européenne. Vous avez rencontré des responsables allemands hier. Alors il dit comment se réjouir du soutien de Martin Schulz, qui a longtemps été un des symboles de cette Union européenne austère et autoritaire. Parce que Martin Schulz en tire les conséquences de cette politique-là. Il ne veut plus gouverner en grande coalition avec la droite. Il veut gouverner avec toute la gauche, des Verts jusqu'à Die Linke. C'est le candidat des sociodémocrates, Martin Schulz. Martin Schulz, c'est le candidat des sociodémocrates. Jusqu'ici, oui, mais marié avec la droite. Avec toute la gauche. Hein. Aujourd'hui, il veut gouverner avec toute la gauche. Mais ce qui est tout à fait essentiel et qui change radicalement avec ce qui était l'approche jusqu'ici des Allemands. Quand il m'apporte son soutien, pourquoi? Parce que nous essayons de nous tourner vers l'avenir. Et l'avenir, c'est quoi? En finir avec l'austérité. L'avenir, c'est essayer de proposer une démocratisation de la zone euro. L'avenir, c'est d'avoir un projet de transition écologique. Et autour de cela, nous pouvons nous retrouver. C'est plutôt une bonne nouvelle. Arrêtons de regarder les hommes et les femmes, je veux dire, en fonction des préjugés que l'on peut avoir, et sur les Allemands, et sur la gauche allemande, et sur la gauche française. Si moi, je n'écoutais que les préjugés des Allemands à l'égard des Français, je n'irais pas en Allemagne. Donc, il faut travailler sur des bases qui soient des bases qui, justement, nous amènent à penser l'horizon qui vient plutôt que le monde tel qu'il fut. Mais ça vous amuse de voir que vous êtes soutenu par les sociodémocrates, comme on en a évoqué tout à l'heure un petit peu en interview. Ils vous soutiennent en Allemagne et ne vous facilitent pas la tâche en France. Mais, oui, mais qu'est-ce que c'est social-démocrate? Si social-démocrate en France, c'est se marier avec M. Perben, M. Madelin, ça n'a plus aucun sens. Les mots ont un sens quand même. J'entendais, je vais te dire d'un mot. Emmanuel Macron a mis dans le même sac la gauche de 81. Le gouvernement de Pierre Mauroy et la droite de 34, les ligues factieuses. Mais qui ne voit pas, outre le contresens historique, mais de quelle France? Les ligues factieuses, les ligues factieuses, c'était ceux qui... le mouvement antiparlementariste, c'était toute l'extrême droite de l'époque. Ouais, ils s'appelaient les fachos. Et donc, ça ne se met pas dans le même sac avec la gauche de 80. Est-ce qu'on dirait que la gauche de Pierre Mauroy, qui a fait les 39 heures, qui a fait la 5e semaine de congé payé, a aboli la peine de mort, dans le même sac que les ligues factieuses? Mais bon, moi je pense qu'il y a un certain nombre de dirigeants sociodémocrates, héritiers de la gauche de 81, qui devraient remettre un peu d'ordre dans les idées de leurs jeunes candidats, et peut-être un peu dans les leurs aussi. Sur ce thème-là, des partis politiques, Pierre vous dit, alors les socialistes, les insoumis, le parti des ouvriers, il dit, ne croyez-vous pas que la notion de parti est dépassée? Il a raison. Je pense qu'elle est dépassée, et d'ailleurs on l'a vu dans les primaires. Les primaires, elles débordent les partis, elles débordent les appareils, et il a raison. Moi, le succès de ma campagne lors des primaires et depuis va bien au-delà du PS. D'ailleurs, vous observerez que bon nombre de caciques du Parti socialiste ne me soutiennent pas aujourd'hui et préfèrent Emmanuel Macron. Donc je réponds. Oui, il s'appelle Pierre. Je réponds à Pierre qu'il a parfaitement raison et j'en tire moi-même des conséquences pour les années à venir. Une question qui est pas trop politique. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous quand vous êtes, par exemple, lors d'un meeting? C'est le programme, rien que le programme pur, ou alors c'est la façon dont vous le présentez, ce qui permet aux électeurs de mieux vous connaître, de dire tiens, il a ce ton-là, il a ce comportement, il a la façon de faire d'humour ou pas. C'est une question difficile vous me posez, parce que moi j'aime bien dans les meetings raconter des histoires, et en même temps j'aime pas trop parler de moi. Je sais pas si je tiens ça de ma famille, on est plutôt assez pudique. Oui, mais enfin, vous êtes sur un plateau, il y a 5000 personnes devant vous. Voilà, mais je sais bien. Mais donc j'aime bien dans les meetings raconter des histoires, c'est-à-dire incarner des idées, montrer en quoi elle parle à une personne qui prend son service le matin tôt et va le finir parfois en milieu de journée fatigué, pour des gens qui sont aussi heureux de se lever le matin. J'aime bien raconter des histoires et en même temps, je me méfie de cet exercice dans lequel on se met en scène soi-même. Au fond, ce que je veux vous dire, c'est que je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que ça en dirait beaucoup sur le président que je serais. Au moment où on doit faire face au terrorisme, au moment où on doit faire face au lobbying de grandes entreprises privées, au moment où on doit faire face à une crise liée à la position de M. Trump ou Poutine, est-ce que le fait de savoir si le matin je prends par la main mes filles pour les amener à l'école, c'est pas ça. C'est au fond, cet homme-là est ferme, il a de l'humour. Ah, j'aime bien. Vous savez ce qu'ils disent, ce qu'ils nous disent à nous quand dans les messages, dire ah lui je l'aime bien ou elle je l'aime. Qu'est-ce que vous faites pour qu'il vous aime bien?
J'essaye d'être constant déjà. Je trouve qu'en politique, c'est pas mal. Il y a des gens qui me disent, écoutez, souvent dans la rue, bon, moi je vote pas pour vous, mais vous, je vous aime bien, parce qu'au moins voilà. vous êtes clair, vous êtes constant, etc. Il y en a qui vous disent aussi, je vous aime pas. Hein. Ah oui, il y en a qui... Voilà, Moi, c'est non, ce mais- que ouais, honnêtement, j'ai pas à me plaindre du contact avec les Français. J'ai évidemment rencontré des gens qui étaient agressifs, parce que la France actuelle, elle est tendue, elle est même au bord de la crise de nerfs, parfois. Mais franchement, moi, j'ai plutôt à me réjouir du contact que j'ai avec les Français tous les jours. Bon, en tout cas, là, ils vous ont posé des questions. Merci d'y avoir répondu. Merci, monsieur Lémergie. Première fois que je suis interviewé par vous, c'est Ben incroyable. oui, c'est un événement. pour moi aussi. Merci d'être venu. Caroline, à demain. Merci, à demain. Madame, monsieur, on continue jusqu'à 9h25.